Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance. Et vous êtes sur les antennes de TLR TV. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous parlerons de nouveau de l'éducation. Vous comprenez très bien l'importance que nous accordons à l'éducation. Et vous comprenez bien aussi l'essence de cette émission. C'est la perspective d'un Congo nouveau, d'une renaissance. Tout le monde est sans ignorer que tout ne marche pas au Congo-Brazzaville. Et donc, à cette émission, nous invitons toutes les personnes qui sont expertes dans leur domaine ou aussi dans d'autres domaines également et qui peuvent, n'est-ce pas, proposer des choses dans le cadre de ce Congo nouveau. Je suis Georges Goma et aujourd'hui, nous avons le bonheur d'accueillir sur notre plateau un jeune Congolais qui est installé à Londres, Stéphane Kondamambou. Stéphane Kondamambou est consultant de carrière. Il est business developer, account manager et chasseur de tête. Il est par ailleurs le COO de Kerpi Optimum Conseil, un cabinet de consulting dédié à l'accompagnement professionnel et installé à Londres. Stéphane Kondamambou est titulaire d'une maîtrise en conduite de changement à l'université, à l'UPEC, l'université de Créteil. Il va nous préciser tout cela. Et d'un diplôme aussi de 3e cycle en management des ressources humaines à l'Infocom. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que Stéphane Kondamambou est écrivain, il est essayiste et à son actif, il a 3 ouvrages. Le premier, Tant que les lions n'auront pas leur propre historien. Le deuxième, Tant qu'il y aura cette école, à quand la rupture avec le système occidental? Il aura peut-être le temps de nous toucher un mot là-dessus. Et le tout dernier ouvrage, c'est Main basse sur les programmes de l'enseignement. Vous voyez très bien, comme il va pouvoir nous l'expliquer, l'enseignement est un concept beaucoup plus global qui ne se résume certainement pas au système scolaire. Il va nous le dire. Alors, sans plus tarder, accueillons Monsieur Stéphane Kondamambou. Bonjour, Monsieur Kondamambou. Bonjour, Monsieur Goma. Merci de me recevoir, de m'avoir invité sur le plateau de votre émission. C'est un plaisir de vous accueillir et merci d'être là. Partagé. Voilà. Alors, je crois que la présentation que j'ai faite de vous, vous avez quelque chose à rajouter peut-être, non? Écoutez, juste des précisions, parce que comme vous l'avez indiqué par rapport, je crois, à l'école, l'UPEC, c'est l'anciennement Paris 12, Université oui. Paris Est Créteil. Elle fait comme, voilà, c'est une école qui est dans le nord de la France. S'agissant des ouvrages, donc effectivement, le premier que j'ai fait paraître, donc les lions n'auront pas leurs propres historiens, oui. Sous-titré pour une prise de conscience de la jeunesse africaine. C'est en quelle année ça, celui-là? Publié en 2014. Okay, 2014, en tout début d'année, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en mars 2014. Donc très rapidement, c'est un ouvrage de lequel j'essaie de réfléchir notamment sur on va dire un peu les mécanismes qui maintiennent nos pays justement dans une certaine dépendance, une certaine domination justement à l'égard de systèmes qui peut ou qui justement arrivent à pouvoir nous empêcher de pouvoir agir en toute autonomie, on va dire, en toute souveraineté. Donc, vous parlez de quel système? À quel système faites-vous allusion? Là, vous laissez le coup, je ne suis pas dans le système éducatif justement. En fait, la réflexion de base, c'est de s'interroger en fait, comment se fait-il que des pays qui sont présentés comme étant potentiellement riches, au regard notamment de leurs ressources, sont dans, on va dire paradoxalement, les pays qui sont les plus pauvres en fait. Ce qui en soi est vrai, justement. Donc, pousser la réflexion, justement, dans ce sens-là, c'est de comprendre, en fait, c'est de chercher à comprendre, mais qu'est-ce qui finalement empêche ces pays, donc qui sont les nôtres, on parle dans le cas d'espèce du Congo-Brazzaville, qu'est-ce qui empêche justement ces pays, ou bien le Congo, dans le cas d'espèce, de pouvoir être de pouvoir être souverain
et agir de manière autodéterminée pour définir lui-même sa politique de développement, sa politique économique, sa politique sociale, financière, économique. Et Très donc, c'est bien. de comprendre justement, on va dire un peu tous les mécanismes, si on peut dire ça comme ça, au travers desquels, des fois sans se rendre compte, hein, parfois, nos pays sont justement maintenus dans la domination et l'exploitation, au Très profit bien. d'un système justement qui a été mis en place par d'autres pays, bien souvent, qui ne sont pas africains. Voilà. Ok. Et donc, justement, pour faire le lien avec le second ouvrage, une fois justement poussé cette réflexion, pour justement réfléchir en termes de perspective, hein, ce qui résonne d'ailleurs avec l'émission, finalement, qu'est-ce qui peut être fait pour changer la donne, en fait? Mhm. Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire pour changer la situation, notamment des pays? Justement, c'est là où, moi, en tout cas pour ma part, je suis de ceux qui pensent justement que le levier qu'il faille utiliser, sur lequel il faut agir, c'est le levier justement du système éducatif. D'où Mhm. le second ouvrage que j'ai fait paraître, alors si je ne dis pas de bêtises, la même année. Ah, la même année. Vous Bon, avez beaucoup travaillé la même on va année, dire que hein? j'étais très inspiré et beaucoup travaillé. Donc, tant qu'il aura cette école. Alors, tant qu'il aura cette école, en gros, si vous voulez, les deux premiers titres sont un peu comme un aveu. C'est-à-dire, en gros, tant qu'il aura cette école, y a rien qui ne sera fait et qui nous permettrait de changer la donne. Parce que Ok. justement, la raison d'être de cette école, par là j'entends ce système éducatif, c'est de pouvoir justement nous maintenir dans une logique, une dynamique au terme de laquelle pardon, nous sommes dépendants en fait. C'est-à-dire qu'en gros, au final, nous ne faisons pas les choses, on ne met pas en place des politiques pour nos propres intérêts, mais Mhm. plutôt des politiques. Alors, en fait, quand je dis politique au pluriel, hein, dans tous les domaines, notamment de la société, qui, au final, servent les intérêts de ceux, justement, qui ont mis en place ce système-là. Donc, tant qu'il y aura cette école, il n'y a rien à espérer, en fait. Ok, très bien. Alors, Donc, une le fois que troisième. j'ai exactement, donc là, c'est une réflexion, je dirais, un peu plus globale, sur notamment qui questionne la pertinence de ce système, notamment dans ses dimensions et ses ressorts économiques. Et ça m'a mené justement à la réflexion du ce qui est de plus important, de mon point de vue, encore une fois, lorsqu'on parle d'un système éducatif, à Mhm. savoir le contenu. Donc je fais paraître cet ouvrage en plein confinement, hein, pour le coup, Ok, l'année dernière, 2020. Je ne sais plus quand exactement, je crois que c'était en mars ou mai, je ne sais plus. Donc ici, l'idée, donc le titre de l'ouvrage, c'est Même basse sur les programmes de l'enseignement, ok, sous-titré L'enjeu des programmes de l'enseignement en Afrique francophone. Donc, on parle bien évidemment également du Congo aussi. très bien. Voilà. Alors, ben, c'est très bien. On a vraiment de la matière là. Oui, Hein? potentiellement. Et toutes mes félicitations pour cette production, n'est-ce pas, de littérature sur le système éducatif au Congo, mais Oui, en Afrique aussi, vous pensez globalement en Afrique. oui. Alors, voici ma première question là. Si à considérer que le système éducatif fonctionne comme un organe dans le corps humain, vous voyez, j'évoque un peu ce que nous appelions en sociologie et certainement ailleurs également, les théories organicistes, c'est-à-dire une société qui constitue un tout et à l'intérieur desquels il y a des organes. Et les organes seraient les institutions. Et en l'occurrence, nous parlons de l'institution éducative ou de l'institution scolaire. Alors, où est-ce que vous placerez, n'est-ce pas, le système éducatif dans ce tout-là? L'importance du système éducatif, d'après vous, monsieur Kondamamou? Alors, très très bonne question d'ailleurs d'emblée. Alors, la réponse à votre question implique un préalable justement. OK. C'est-à-dire qu'en fait, pour planter le décor, hein, pour que justement ceux qui vont Bien nous sûr, bien suivre sûr. puissent, j'ai envie de dire, appréhender la portée de la question. C'est-à-dire en Mmh. gros, lorsqu'on parle du système éducatif, il ne s'agit pas seulement de penser à l'école. Très bien. Hein. Le système éducatif, en tant qu'institution publique, justement, euh, son importance et sa portée va au-delà de l'école, aller justement dans une amphi, écouter des cours de, je sais pas, de data mining ou de droit constitutionnel. C'est bien plus que ça. Lorsqu'on parle du système éducatif dans le cadre d'une société, on parle du levier par le truchement duquel une société se reproduit. Mmh. Un peu comme on le dit classiquement, c'est le lieu de la reproduction sociale. On parle du levier
par le truchement duquel une société définit son avenir et le projette. Donc, en fait, c'est le sort de toute une société qui est lié justement au système éducatif. Voilà, donc cette précision, je pense, était justement importante à apporter d'entrée de jeu. Alors, pour répondre à votre question, justement, c'est très simple, en fait, hein, à dire, c'est que le système éducatif, on va dire comparé à un être humain, ou la place que le système occuperait, eh ben, le système éducatif, il faut le considérer comme étant la colonne vertébrale chez un être humain. Vous savez, si vous arrivez à vous tenir debout, eh bien, c'est parce que votre colonne vertébrale est à l'endroit. C'est ce qui fait que vous pouvez vous mettre en station debout et pouvoir marcher, on va dire, droitement. Et si, on va dire, par malheur ou d'aventure, il arrive que votre colonne vertébrale se trouve bancale, par exemple, pour avoir été victime d'un accident, voilà, eh ben, vous allez marcher également de manière bancale. Cela va de soi parce que justement, votre colonne vertébrale est bancale. Alors, c'est la même chose en fait. Hein. C'est le même parallèle qu'on peut faire entre un système éducatif et une société donnée ou la société. C'est qu'en gros, la société ou une société, la société congolaise dans les cas d'espèce, est à l'image du système éducatif. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque le système éducatif est bancal, bah, la société est bancale également. Quand je dis bancal dans le cas d'espèce du système éducatif, ça veut dire que quand le système éducatif, n'est pas en phase avec la réalité sociologique, la réalité du pays, de la société, n'est pas en phase avec les aspirations, avec les besoins de la société, et ben, le système éducatif, évidemment, est bancal, la société s'en trouvera de même. Bon, oui, donc, je vais rebondir. Ça arrive... Oui, allez-y. Oui, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que vous êtes en train de dire que si le système éducatif au Congo-Brazzaville est bancal, je reprends vos termes, est-ce qu'il y a des facteurs qui sont, comment je peux dire ça, originels à cela? Ou bien le système, parce que là, je vois très bien dans vos propos, vous évoquez un autre système extérieur. Nous savons très bien que nous avons vécu la colonisation et le Congo n'est pas le seul pays à avoir vécu la colonisation. C'est un phénomène qui est planétaire. Hein? Les pays asiatiques, on l'a vécu, les pays en Amérique, on l'a vécu également, et qu'on sait quand même qu'au Congo-Brazzaville, il y avait une certaine éducation durant la période coloniale. Et après, il y a eu les années 60, des indépendances, où finalement, le Congo était censé avoir, n'est-ce pas, repris, en fait, comment je peux dire ça? Le Congo a repris les choses en main, normalement pour instaurer un système éducatif qui serait peut-être plus en rapport avec, n'est-ce pas, notre culture en tant que telle. Et donc, ma question, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que le système s'est détérioré au cours de l'histoire ou bien c'est tout simplement parce que les bases originelles ont été fausses? Alors, il y a plusieurs choses dans votre question que vous avez évoquées, mais pour y répondre de manière simple, hein, le constat et l'état de lieu a été fait par plusieurs personnes et nous sommes tous d'accord sur le fait que le système, en fait, si vous voulez, c'est même, dire que le système a échoué ou qu'il a failli, je pense en fait que c'est trompé. Parce que le système, en fait, a été mis en place justement pour cette raison. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, en réalité, à quoi cela doit-il servir? En fait, quand on met en place, on va dire, un système éducatif, c'est déjà que c'est vous-même qui le mettez en place par rapport à vos besoins, par rapport à vos réalités. Et la finalité, c'est qu'ils servent vos propres intérêts. Alors, si d'aventure, vous arrivez, en dépit de cela, à pouvoir ne pas être capable de pouvoir résoudre soit vos propres problèmes, à ne pas pouvoir vous-même vous connaître vos enjeux, connaître vos intérêts, vous connaître vous-même en tant qu'individu, il y a un problème en fait. Alors, ce constat a été fait plusieurs fois. Hein. Il faut juste regarder justement comment les choses se passent au Congo. Il faut juste regarder, j'ai envie de dire un peu, c'est même pas le produit, mais ce qui sort de ce système au terme des formations, différentes formations qui sont dispensées. Il faut juste voir que, l'échec, c'est pas si simplement échec, mais dans tous les cas, il y a une inadaptation, une inadéquation entre, d'une part, ce qui sort du système et les réalités congolaises, les besoins des Congolais. Pour faire très simple,
pour illustrer justement mon propos. Il y a eu, je crois, il y a 2 semaines ou 3 semaines, un forum de recrutement qui était organisé sur la place de Paris par une équipe qui est venue du Congo. L'idée, dans l'absolu, c'est de pouvoir trouver des ressources en France, à Paris notamment, parce que supposément, il y a des besoins, on va dire, au Congo. Bon, je n'en disconviendrai pas, mais moi, ce qui m'a intéressé, puisque dans un premier temps, ça m'a paru marrant, mais c'est pertinent et révélateur, en fait, du constat. C'est-à-dire que si on vient en France chercher des ressources, ça veut dire que sur place, ces ressources-là n'existent pas. Alors, si sur place, ces ressources-là n'existent pas, ça veut dire que l'école telle qu'elle existe, c'est-à-dire en gros le système éducatif hein, dans sa globalité, dans le parcours des formations, université et tout ça, ça veut dire que l'école ne forme pas ces ressources-là. Et ça amène par ailleurs à questionner le contenu justement de ces parcours de formation. Vous voyez? Et donc, si on va chercher à l'extérieur les ressources dont on a besoin pour résoudre les problèmes, entre guillemets, de la société, ça veut dire que le système ne sert à rien. Ça veut dire que le système a failli. Parce qu'on va chercher ailleurs ce dont on a besoin, alors qu'on peut nous-mêmes le former pour peu qu'on prenne le temps et qu'on soit, on va dire, suffisamment pertinent dans la réflexion pour orienter différemment les contenus des formations. Parce qu'il faut rappeler également que c'est à l'école qu'on apprend à régler les problèmes de la société. C'est à l'école qu'on apprend à régler les problèmes de la société. En d'autres termes, en fait, un système éducatif qui ne vous forme pas, et ne vous prépare pas à régler les problèmes auxquels vous êtes confrontés, ne sert à rien. J'ai du mal à comprendre, Monsieur Kondamambou, quand vous dites que c'est à l'école qu'on apprend à régler les problèmes de la société. Mais là, quand vous le dites comme ça, j'ai bien peur que nous réduisions finalement toute la chose au système scolaire, alors que vous avez dit d'entrée que c'est plutôt une approche globale, que les problèmes de la société soient réglés à ce niveau beaucoup plus global aussi. Ah oui, oui. En fait, si vous voulez, c'est-à-dire, en fait, quand je dis c'est à l'école qu'on apprend à régler les problèmes de la société, c'est, ce que je veux dire par là, c'est quoi? Vous prenez un pays où il y a des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, des problèmes énergétiques, par exemple, des problèmes alimentaires, d'accord? Sur tous les plans, on constate clairement que ça ne va pas. Et que pour pouvoir résoudre ces problèmes, on est amené à faire recours à une expertise extérieure. Et pourtant, on parle là des problèmes, on va dire, basiques, on va dire, qui relèvent des besoins fondamentaux, des besoins vitaux des êtres, des individus. Mais pour résoudre ces problèmes, on doit faire recours à une expertise technique. Bon, moi, je m'interroge, en fait, ça sert à quoi, en fait, de pouvoir apprendre des choses, de pouvoir acquérir des connaissances qui ne vous permettent pas de résoudre ces problèmes-là? Parce que les besoins humains se transforment, doivent être satisfaits, pour faire simple. Mais ça sert à quoi? À quoi bon apprendre on va dire, suivre des cursus, apprendre des choses, par faire des formations, si au final, ça ne vous permet pas de pouvoir améliorer vos conditions, de pouvoir, on va dire, de pouvoir changer les choses. Mais comment vous expliquez ce coup de bluff là du régime du Congo-Brazzaville à venir à Paris pour faire ce que vous venez d'évoquer là? Comment vous l'expliquez de toutes les façons? Est-ce que c'est un coup de bluff? Est-ce que c'est une tartufferie? C'est quoi ça? Bon, justement, je ne saurais dire si c'est un coup de bluff parce que eux seuls savent, en tout cas les organisateurs, seuls savent ce qu'il en est en réalité. Hein. Est-ce qu'il y a réellement des besoins au Congo? Bon, après, il faut préciser les choses. Hein. C'est quoi la typologie des postes? C'est qui recrute? Est-ce que c'est le public ou bien c'est le privé? C'est quoi les types de profils qu'ils recherchent? Mais non, on ne peut pas dire le privé, puisque la personne qui a conduit la délégation qui était au centre de tout, c'est quand même un ministre de la République, en la personne de M. Ngolo Ndélé, je pense. Donc, c'est l'État, c'est l'État. Et là, nous sommes au cœur même de vos travaux, quand même, oui, justement. que vous dénoncez, c'est-à-dire que finalement, un système qui va chercher une expertise pour s'appliquer sur des réalités tout à fait autres. Justement, parce que, alors, si effectivement, c'est, on va dire, un organisme public, donc l'État, qui a initié la démarche,
bon, il a lieu de s'inquiéter. Il a lieu de s'inquiéter. Après, bon, donc pour le coup, ça veut dire que c'est la fonction publique. Bon, du coup, la fonction publique, parce qu'en règle générale, la fonction publique, c'est par concours, hein, en règle générale, qu'on procède. Bon, encore une fois, il faut préciser, il faut spécifier les besoins. C'est quoi le profil qui est recherché? C'est quoi les opportunités, justement, en termes de postes, des opportunités de carrière qui sont offertes par l'État dans le cas d'espèce? Pour quel ministère, pour le coup? Pour quel département? Pour quel service public? Justement, on a besoin on recherche ces profils-là. Et pour le coup, encore une fois, il y a lieu de s'inquiéter. Parce que ça voudrait dire, encore une fois, comme j'ai mentionné tout à l'heure, les différents parcours de formation qui existent sur place, l'école, donc, pour le coup, de manière absolue, bah, ils ne servent pas à grand-chose. Puisque si on doit être amené à aller chercher à l'extérieur, les ressources justement dont on a besoin, il y a lieu de pouvoir s'inquiéter. Et par conséquent, c'est l'occasion de tirer une sonnette d'alarme, pour le coup. Il est plus que temps de pouvoir réformer les choses. Oui, mais en voyant dans vos travaux, j'ai remarqué, vous utilisez des concepts, vous utilisez des termes comme la rupture. Hein, vous dites, vous parlez de la rupture. Comment est-ce que vous concevez cette rupture? Parce que si je vois très bien votre approche, qui n'est pas seulement la vôtre et beaucoup d'autres, le rapport avec la colonisation, de toutes les façons, est un élément essentiel pour comprendre un peu l'état du système aujourd'hui. Bon, alors, ma question, c'est celle-ci. Regardons un peu le fonctionnement de nos sociétés aujourd'hui. Nos sociétés, depuis un certain temps d'ailleurs, on a la tradition d'envoyer des étudiants à l'extérieur et revenir au pays. Il y a la mondialisation. Aujourd'hui, plus aucun système ne fonctionne en autarcie. Et puis le contact avec l'Occident à travers la colonisation. Et bien avant, on ne va pas repartir avant, mais ce n'est pas seulement le système éducatif, il y a d'autres domaines aussi qui marquent notre existence au quotidien au Congo-Brazzaville et qui a bénéficié quand même des apports de l'extérieur. Alors, à quel niveau est-ce que vous situez cette rupture-là? Est-ce que vous pouvez bien nous expliquer un peu la rupture dont vous faites allusion pour essayer de bien recalibrer un système éducatif qui soit conforme, n'est-ce pas, à notre culture? Alors, la rupture, en fait, je la situe au niveau, on va dire un peu au niveau conceptuel à la base. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous vivez avec une pensée qui n'est pas la vôtre, en fait, vous ne vivez pas. Parce que vous vivez avec une pensée qui n'est pas la vôtre. Sachant que c'est ce qui vous définit. Donc, je fais abstraction notamment de l'aspect identitaire. Ce qui est le plus important déjà, c'est un être humain. Je rappelle par ailleurs que le plus important, ou effectivement la plus importante, si je puis dire, l'identité, c'est ce qui fait un individu, pour ne pas dire un être humain. Donc, à partir du moment où, bon, cela va de soi, hein, j'ai suivi déjà, on va dire, un certain nombre d'entre nous, pour ne pas dire la plupart d'entre nous, ou sinon tous, dans le cas d'espèce, nous réfléchissons en français, par exemple, alors que nous ne sommes pas français. Stéphane, Monsieur Konamamou, excusez-moi de vous couper parce que c'est là où c'est intéressant, là. Oui. Nous avons reçu Monsieur Munkala Jean-Claude ici. Très bien. Et vous m'avez dit hors antenne que vous avez suivi évidemment cette émission-là. C'est là où vous vous croisez. Parce que M. Munkala adopte aussi la même approche qui est la vôtre. C'est-à-dire que finalement, les choses, il faut aller les voir dès le début. Hein, là où il a mentionné que lui, par exemple, il ne sait pas réfléchir en congolais. Il ne sait pas penser en congolais. Et c'est là où se trouve le problème. Et exactement. Je pense avoir saisi aussi cette pensée dans les propos que vous tenez ici. C'est exactement ça, parce que, encore une fois, bon, déjà, ce n'est pas le seul hein, qui ne sait pas réfléchir en congolais. Bon, je le dis à ma honte, entre guillemets, moi, je suis incapable de tenir cette émission de bout en bout en Kituba ou en Lingala. Je peux très bien, en tout cas sur les questions dont nous parlons, je suis incapable de le faire. Vous voyez
Mais enfin, en tout cas, pour revenir à la pertinence du propos, la rupture, elle est d'abord au niveau conceptuel. C'est-à-dire qu'en fait, Oui. il faut euh, partir de soi, de d'ailleurs l'idée de renaissance, c'est-à-dire qu'en gros, c'est d'abord se doter, on va dire, d'outils conceptuels au regard desquels on va pouvoir se définir soi-même, non pas comme les autres euh, veulent que nous soyons ou comme les autres pensent que nous devrions être, mais nous définir soi-même en tant que Congolais, en tant qu'Africains de manière générale. D'accord? Et partant de là, justement, on définit on va dire notre imaginaire, nos valeurs, enfin notre identité. Et c'est seulement après ça qu'on peut, puisque vous avez évoqué justement le fait que bah, l'Afrique, c'est pas une île, hein, il y a le monde, nous sommes dans un contexte mondialisé. C'est pas incompatible en fait. C'est pas Ah, incompatible. Le fait d'être soi-même, il y a des exemples qui sont légion. Il y a la Chine, chez les Asiatiques, il y a beaucoup d'exemples qui sont très très parlants. Je vous prenais l'exemple même du Maroc, par exemple, qui a été pendant un certain nombre d'années, on va dire, sous mandat français, d'accord? Mais qui, on va dire, un peu au terme du processus de l'indépendance, entre guillemets, la langue officielle, c'est l'arabe. Et quand le roi mhm. du Maroc va s'exprimer, notamment à l'ONU, il ne s'exprime pas en français. Il s'exprime en arabe, qui est sa langue, ce qui n'est pas le cas du Congo, par exemple. La langue officielle, à ce que je sache, c'est le français. Et lorsque le dirigeant du pays va s'exprimer à l'ONU, il s'exprime en français. Vous voyez? Donc, justement, dans un cas, il y a une sorte de rupture qui a été effectivement amorcée, et dans un cas qui n'a pas été amorcée. Donc, la rupture dans le cas du système, c'est d'abord, elle est conceptuelle. Elle est au niveau de la pensée. Parce que tant que nous penserons, en fait, tant que nous penserons le monde, tant que nous penserons à travers, on va dire un peu le modèle qui nous a été légué, les choses ne seraient marcher, on ne saurait redevenir nous-mêmes. Parce que nous pensons à travers justement à travers l'autre. Oui, monsieur Konamambou, je comprends très, très bien cela. Mais donnez-moi concrètement, est-ce que quelque part aussi, Hum, en prenant en ligne de compte la complexité qui résulte évidemment de ce brassage de culture, il hum, faut le dire quand même de cette manière-là, hum, j'ai évoqué toute l'historicité, n'est-ce pas, de nos rapports avec évidemment ceux qui sont venus de l'extérieur. Vous voyez comment nous fonctionnons au Congo-Brazzaville. Quand hum. même, il y a beaucoup d'éléments qui sont issus de cette culture. La preuve, nous sommes à l'extérieur. Toute notre vie quotidienne est faite quand même de cette culture dans les pays où nous vivons. Hum. La télévision existe au Congo-Brazzaville, un peu partout aussi ailleurs. Il y a des canaux de communication où on reçoit, n'est-ce pas, des émissions venues d'autres pays. Aujourd'hui, les références, c'est quand même, on envoie nos enfants aller étudier ailleurs qu'en Afrique, mais c'est tout ça qu'il faut régler. D'où je parlais de cette rue. Plutôt que de parler de rupture, est-ce que c'est pas bien de parler plutôt d'adaptation, une forme d'adaptation, n'est-ce pas, de toute cette réalité à notre culture? Je ne sais pas si je suis clair en vous disant cela. Ouais, enfin, si je comprends, c'est que s'adapter, je dirais why not, mais dans cette adaptation, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on retient? Oui. Qu'est-ce qu'on ne retient pas? Qu'est-ce qu'on garde? D'accord? Donc, encore une fois, même dans cette logique d'adaptation, à un moment donné, il faut opérer, c'est une rupture sur ce que justement nous n'allons pas garder. Pour faire simple, puisque si on parle justement du système éducatif, dans les contenus justement qui sont proposés tout au long du parcours, hein, sur les différents parcours, que ce soit au collège, que ce soit à l'université, que ce soit au lycée, eh ben, on va réfléchir, c'est même pas réfléchir, il est évident qu'il y a des choses qu'on ne peut pas continuer à garder. Il y a des choses qu'on ne peut pas continuer à prendre comme ça. Nous sommes en 2021. Mais concrètement, Concrètement, qu'est-ce qu'on ne doit plus garder? Donnez-moi bon, des exemples et qu'est-ce qu'on doit écoutez, conserver? alors, pour peu que vous vous intéressiez, et même ceux qui nous suivent, à regarder le contenu, hein, d'accord, de ce qui est proposé, on va dire un peu au collège, au lycée, vous allez vous rendre compte qu'en fait, est-ce que vous savez déjà, pour faire simple, si on prend les langues, par exemple, qui sont Oui, étudiées, d'accord, d'accord. on étudie les chinois, bon, ce qui est plutôt pas mal, enfin, plutôt pas mal, ce qui n'est pas en soi mauvais, mais est-ce que vous savez qu'il y a encore, par exemple, le latin qui est étudié? Moi, j'étais choqué de l'apprendre, par exemple, d'accord? Le latin qui est étudié, même justement sur l'autre rive, hein, en face, enfin, le latin, s'il vous plaît, en 2021, c'est qu'en fait, il y a,
en termes de crédit alloué à l'apprentissage du latin. Je crois qu'on est sur un créneau de 20 heures ou 16 heures, je ne sais plus. Mais le latin, même en Italie, on ne parle plus le latin. Pour peu que vous ayez été en Italie, même en Italie, on ne parle plus le latin. Le latin, c'est dans certaines circonstances, pendant les cultes, on va dire ça comme ça, dans l'église, chez les catholiques, où on parle latin. Bon, quel est l'intérêt aujourd'hui d'apprendre le latin? Je n'en vois pas. Donc Bon, ben, ça, écoutez, c'est... le latin, je rebondis là-dessus, ben, je ne pense pas que le latin soit au creux, au centre des curricula ou des curriculums au Non, Congo-Brazzaville, par exemple, mais en absolument tant pas. que discipline, parmi d'autres disciplines où les gens qui veulent élargir leurs connaissances, il y en a qui choisiront certainement le latin. Oui, mais Il n'y a après, pas de mal à justement, cela. il n'y a pas de mal, mais c'est inscrit justement que ce soit optionnel. Oui, Évidemment, optionnel dans ce sens, oui. optionnel. Mais lorsque, vous savez, en fait, il faut faire les choses par rapport à une priorité. D'accord? En fait, on définit les priorités. Et c'est d'ailleurs comme ça que, justement, la rupture doit être menée. C'est-à-dire qu'on définit en amont les objectifs. Quels sont les objectifs? Qu'est-ce qu'on veut, en gros, comme, justement, qu'est-ce qu'on veut demain? Quelle orientation donner au système éducatif? Quel objectif on veut atteindre, justement? Quel type de Congolais on veut avoir, quel type de société justement nous voulons, à travers cette réforme que nous voulons faire, à travers cette réforme, cette rupture. Et justement, en amont de ces, on va dire par rapport à ces objectifs ainsi définis, du coup, on va prioriser, si vous voulez, le contenu. En gros, il faut apprendre ça parce que ça permet justement de répondre à tel problème, ça permet de relever tel défi. D'accord? En gros, vous verrez qu'il y a, on va dire un peu, de toute façon, c'est connu, le constat est partagé par tout le monde, enfin, par beaucoup de monde en tout cas. C'est des formations de l'absolu qui sont, je dirais, d'ordre plutôt, enfin, je dirais pas abstraite, mais moi, je suis de ceux qui pensent que justement, on n'a que trop formé des diplômés en sciences sociales. D'accord? Mhm. Des juristes, tout ce que vous voulez, trop de diplômés en sciences sociales. Alors que les défis que nos sociétés, que le Congo a à relever, requièrent une expertise pointue sur des problématiques techniques, Oui, 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 mais technologiques. Monsieur Donc, Kondamambou, oui, Monsieur Konamambou, je voudrais rebondir sur ce que vous dites là, mais non, depuis que nous parlons là, vous n'avez pas introduit, j'attendais que vous introduisiez quand même aussi la gouvernance, la gouvernance du système éducatif mhm, aussi. Parce que quand vous parlez, bon, on a trop formé en sciences humaines, en sciences sociales, plutôt dans des sciences beaucoup plus pratiques, ou que sais-je encore, on sait où se trouve l'état de l'éducation professionnelle. Au Congo, peut-être c'est cette éducation dont nous avons davantage plus besoin quand on regarde un peu notre pays, les mhm, 12 départements, mais chaque département a certainement un potentiel bien particulier dans un domaine où on pouvait bien former des jeunes, n'est-ce pas, à ces spécificités-là. Mais la gouvernance, alors, et je vais terminer ma question en vous donnant l'exemple du Rwanda. mhm. Le Rwanda, aujourd'hui, qui passe pour un modèle de réussite. Tout le monde le voit très, très bien. Mais le Rwanda, les Rwandais s'expriment. Avant, ils s'exprimaient en français, certainement, mais aujourd'hui, ils s'expriment beaucoup plus en anglais. Le Mhm. président rwandais, quand il sort, même chez lui, et dernièrement, il était à Kinshasa, juste à côté, ben, il n'a pas parlé en français, il a parlé en anglais. Et pourtant, à travers une bonne gouvernance dans son pays, entre guillemets, les choses semblent bien marcher, non? Oui, oui, je suis d'accord avec vous, justement. Donc, Parce c'est que, une façon de dire que ben, euh, finalement, on ne va pas s'accrocher forcément et spécifiquement sur la langue qui serait le problème de fond. Il y ah a la non, non, absolument gouvernance. pas. Si vous voulez, la langue, c'est un élément, mais attention, pas des moindres, hein, d'accord? Oui, oui, non, Parce non, que, mais je sais très bien. absolument. C'est-à-dire que la question que vous posez elle est très pertinente, parce que justement, ça amène à, je dirais, à interroger le rôle et la responsabilité, justement, des gouvernants Mhm. sur la situation actuelle, sur l'existant, Très sur bien. son implication, justement, à changer les choses ou pas. Vous avez pris l'exemple justement à juste titre hein, du Rwanda. Bon, quand ça lui, bon après c'est pas parfait encore une fois, mais quand c'est bien. Hein, voilà. Euh, euh, il faut savoir que, enfin, je dirais pas que tout est politique, mais la volonté politique d'agir et de changer les choses est déterminante. C'est-à-dire que quand on va dire un peu les gouvernants ont cette volonté
de pouvoir, j'ai envie de dire, un peu réformer les choses, eh ben, ils s'en donnent les moyens, comme on l'a vu au Rwanda. Mais je donnerai également un exemple qui, ma foi, peut être pertinent. L'exemple de l'Inde. L'Inde qu'on connaît Oui, aujourd'hui, qui est un acteur important sur l'échiquier mondial. L'Inde, si vous voulez, il y a 10, 15, 25 ans en arrière, n'avait pas la place qu'elle a aujourd'hui sur le plan international. Alors, les dirigeants, on va dire un peu indiens, on va dire à cette époque-là, se sont donné un objectif et une volonté d'agir. En fait, ils ont été, voilà, en gros, c'est de l'ambition hein, qu'ils ont eu pour leur pays. Un peu comme Kagame aujourd'hui. Hein. Qu'on l'aime pas, il est difficile de nier que Kagame a de l'ambition pour son pays. On ne peut pas le nier. Pareil pour les dirigeants indiens à ce moment-là, ils ont eu l'ambition pour le pays, faire de l'Inde un acteur important sur la scène internationale. Alors, comment? C'est-à-dire, en gros, ils ont compris que le monde évolue, et ça a été comme ça historiquement parlant, les sociétés humaines évoluent en fonction de l'évolution des technologies. Eux, ils se oui, sont dit, tout à fait. nous, on doit être un acteur important dans les sciences et les technologies. Il faut que l'on soit un pays qui maîtrise justement les sciences et les technologies. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Cet objectif-là, ils l'ont confié, si vous voulez, enfin, l'atteinte et la réalisation de cet objectif, ils l'ont confié au système éducatif. En faisant quoi? Ben, en réformant le contenu de manière à l'orienter justement dans les sciences et les techniques. Aujourd'hui, moi, je suis en Angleterre, enfin, en tout cas, dans l'écosystème où je travaille, si j'ai rencontré 10 Indiens, 9 sont dans les domaines de la technologie. 9. Et pourquoi d'ailleurs? Parce que l'Inde aujourd'hui, c'est le premier prestataire informatique au monde. L'Inde aujourd'hui forme plus d'ingénieurs que les États-Unis et l'Europe de l'Ouest. Mais ça ne s'est pas fait grâce à une opération du Saint-Esprit. Ça s'est fait grâce à la volonté des dirigeants, parce qu'ils avaient la volonté justement de réformer les choses et de donner une autre orientation au système éducatif et par ricochet à la société indienne. Oui, Monsieur Konamambou, je suis très content enfin, de vous entendre dire, ben, vous comprenez qu'en Inde, ils parlent l'anglais là-bas également. Certainement qu'ils parlent leur langue également. Mais Oui, je vais rajouter pour faire du pouce à ce que vous dites. Moi, j'ai passé 4 de mes années dans la région de San Francisco où j'ai côtoyé beaucoup d'Indiens. Bon, j'ai côtoyé beaucoup d'Indiens d'accord. et où j'ai compris, et ils l'ont expliqué également, que beaucoup sont dans la Silicon Valley, vous savez, c'est dans la région, dans San Absolument, en Francisco, Californie. Oui, à San absolument. Ouais. José, Hum. et ils m'ont dit ceci, que le gouvernement indien leur a fait un grand boulevard, c'est-à-dire que les Indiens qui étaient aux États-Unis dans des domaines pointus et notamment dans le domaine des nouvelles technologies, l'information, la communication, et ils ont fait un boulevard pour inciter ces Indiens à rentrer au pays et à, n'est-ce pas, à entreprendre au pays. Hum. Et ce boulevard a fait que beaucoup d'Indiens sont rentrés, n'est-ce pas, pour dynamiser, n'est-ce pas, ce secteur de l'activité économique chez eux. Voilà, je voulais vous donner cet élément-là pour faire du pouce à ce que vous venez de dire Oh, mais en justement, prenant l'exemple de l'Inde. c'est très pertinent ce que vous dites parce que ça montre justement la place et encore une fois le rôle que doivent jouer les pouvoirs publics sur cette question. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a, encore une fois, ça peut faire un parallèle à ce qu'on a dit tout à l'heure, sur le fait d'être venu à Paris chercher les ressources, mais des Congolais qui ont une expertise pointue dans des domaines variés, il y en a à peu près partout dans le monde, et dans beaucoup de domaines, mais qui ne se voient pas rentrer au pays. Parce que, bon, ils estiment que les conditions ne sont pas réunies. Bon, ça, c'est notre débat. Mais le fait est que bah, ces compétences-là, ces expertises-là ne profitent pas au pays. Mais ça également, c'est aussi, on va dire, un peu une sorte de conséquence du système éducatif. Parce que quand vous avez appris tout au long de votre parcours de formation que, on va dire, ailleurs c'est mieux, ailleurs la pensée c'est eux, les mathématiques, ça a été inventé par les Grecs, par exemple, quand vous avez appris que la pensée, un peu comme vous caricaturez Senghor, la pensée est hélène et la raison est nègre, eh ben, vous idéalisez, parfois sans vous en rendre compte, hein, vous idéalisez, on va dire, l'Occident, entre guillemets, et vous nourrissez, on va dire, un peu une sorte allez, si je pousse un peu loin, c'est le mépris à l'égard de votre propre culture, de votre propre pays. Alors, ce qui veut dire que, typiquement, eh ben, une fois que vous vous retrouvez justement dans ces pays-là, bon, vous n'avez que peu d'intérêt pour le dire, à pouvoir revenir un peu justement au service de votre pays. Ça, c'est un point. Un second point,
c'est aussi justement euh, euh, être aussi au service de son pays. Parce que c'est ça aussi que devrait être euh, la finalité du système éducatif. Pourquoi en fait on est formé? En fait, c'est à cette question qu'on doit répondre en fait. Mhm. Pourquoi est-on formé? Est-ce que c'est pour être au service de la société qui vous forme, c'est-à-dire être de par son expertise acquise, donc répondre aux besoins de la société, aider la société à avancer par rapport aux difficultés, aux défis qu'elle a relevés, ou plutôt être au service des autres? Et c'est là où vous remarquerez justement que euh, les choses sont claires, hein. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous regardez les différents parcours, enfin les Congolais pour parler d'eux, les Africains en général, bien souvent, ah ben, une fois qu'ils sont formés, ils ne servent pas forcément leurs propres intérêts. Il y a deux exemples que je peux vous donner. Il y a un Mhm. exemple, je prends, qui est quand même connu. Il y a un Africain qui est de très très haut niveau, qui s'appelle Philippe Emeagwali, qui est un inventeur, mais un génie tout simplement, dans l'univers de l'informatique. On lui doit beaucoup de choses, entre autres Internet aujourd'hui, hein, dans sa configuration actuelle. Philippe Emeagwali, malgré tout son génie, il est aux États-Unis au service de la CIA. D'accord. Il est de quelle nationalité, monsieur? Il est nigérian. Nigérian. Il est nigérian du Nigeria. Philippe Emeagwali, toute sa famille et même ses cousins de quatrième degré. La NASA a fait de sorte que même ses cousins de quatrième degré qui étaient au Nigeria bénéficient des green cards pour pouvoir s'installer aux États-Unis. De sorte que Philippe Emeagwali voilà, soit en paix, soit dans toutes les conditions, pour qu'il soit au maximum de sa production intellectuelle. Mais ça, effectivement, c'est un exemple justement qui illustre à suffisance, si besoin en est, que au final, au dépit de toute la formation qu'on reçoit, bah, on ne sert pas nos propres pays. Parce que dans le cas d'espèce, hein, Philippe Emeagwali ne sert pas le Nigeria. Son intelligence, son expertise est au service d'autres pays. Regardons le système congolais parce que c'est ce système que nous connaissons et donc nous savons qu'il est très, très, très malade et que dans la perspective du renouveau, eh bien, il faut, n'est-ce pas, arriver à faire un bon diagnostic de l'agir politique, des pratiques de gouvernance qui sont, n'est-ce pas, en place au Congo-Brazzaville. On a tous vu des étudiants que le Congo envoie à l'étranger. Et là aussi, le fait toujours d'envoyer des étudiants apprendre à l'étranger, c'est un grand problème. Parce que généralement, quand on va à l'étranger, après les études, généralement, ces pays-là vous récupèrent. Vous avez, n'est-ce pas, financé leurs études depuis le primaire. Et quand ils viennent à l'extérieur, eh ben, ils ont terminé et ils trouvent une entreprise pour les prendre. Et c'est un manque à gagner pour le Congo. On a vu des étudiants à Cuba, par exemple, ne pas aller jusqu'au bout, n'est-ce pas, de leur scolarité. Des étudiants en médecine, on a tous vu ce spectacle. On a vu au Maroc également. Et l'autre aspect, je vais vous donner ça comme ça, c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez dénoyauter tout. Au Congo-Brazzaville, dans le cas de la médecine, on a construit un gros hôpital. On construit de gros hôpitaux, mais sans penser à la ressource humaine. Sans penser à la ressource humaine. C'est-à-dire, on va construire des grosses bâtisses, on va construire des usines sans se rassurer que ces structures seront animées par une expertise en tant que telle. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Si vous voulez, en fait, c'est là où je pense hein, qu'on se trompe, c'est de penser en fait que le développement, c'est les choses. Gros, les bâtiments, les infrastructures. Mais en fait, c'est pas ça. Vous savez, c'est comme si je vous offrais, bon, j'ai pas encore les moyens, mais c'est comme si je vous offrais une Rolls-Royce Phantom, d'accord, qui coûte, voilà, ce qu'elle coûte, alors que vous n'avez pas de permis de conduire, mais surtout, vous ne savez pas conduire. À quoi ça sert? Rien, en fait. C'est qu'en fait, le développement, c'est les gens. C'est d'abord les gens. En fait, c'est les gens qu'on développe. C'est-à-dire parce que la première ressource, on va dire, d'une société, d'un pays, c'est les ressources humaines. Moi, je vous en parle, moi j'ai un diplôme, je suis formé dans le domaine. C'est que c'est le capital humain qu'on développe. Capital humain, ouais. C'est qu'en gros, quand vous construisez des hôpitaux, en amont, la réflexion, c'est d'abord, mais cet hôpital servira à quoi? À quoi? Très bien. Comment sera-t-elle opérationnelle? Par qui sera-t-elle opérationnelle? Comment piloter, on va dire, cet hôpital? Comment piloter la performance de l'hôpital? C'est que tout ça, ça revient au capital humain. En gros, justement, les gens qui
en fait, qui vont faire vivre cet hôpital. C'est-à-dire, en gros, les médecins, les infirmiers, voilà. Mais donc, en amont, ce qu'il aurait fallu faire, ou bien en parallèle, eh ben, c'est de former, justement. Bon, vous me direz que ça a été fait, on a envoyé les gens se former, mais encore une fois, la pertinence de la question, c'est de dire que, attention, le développement, ce n'est pas les choses. Le développement, c'est les êtres humains. Vous construisez les routes, c'est bien, mais il faut que les gens apprennent à s'en servir. Bien enchanté de cette réponse-là, quand vous dites que le développement, ce n'est pas forcément les choses. C'est pas forcément les choses. Mais il faut savoir, toute proportion gardée, il faut savoir adapter, n'est-ce pas? Le Congo, c'est 5 millions d'habitants seulement. Seulement, oui, je suis d'accord. Et les gens semblent être engagés dans cette démarche de construction des grosses choses. Ça, c'est la caractéristique du Congo-Brazzaville. Et on sait très bien qu'aussi, ce sont dans ces grandes choses que les gens s'adonnent à une certaine criminalité financière, avec les fausses factures, avec les surfacturations, et ainsi de suite. Et on a du mal à construire l'être humain un peu dans la perspective qui est la vôtre, à moins que je me trompe en le disant. C'est là où on va faire ressortir une question de, je dirais, parce que tout est question de choix, en fait, au final. Quand vous dirigez un pays, on dirige vous prenez des décisions en fonction des choix et en amont des objectifs que vous avez définis. Pour vous donner une réponse, on va dire une approche personnelle, moi, je reconnais un bon dirigeant par deux choses. Son investissement dans l'éducation et son investissement dans la santé. C'est un peu comme un père de famille, pour peu qu'il soit responsable, on va dire. Un bon père de famille est soucieux de l'état de santé de ses enfants. Un bon père de famille est soucieux de la qualité de l'instruction, de l'éducation, on va dire de la formation que reçoivent ses enfants. Parce qu'il sait que, bon, déjà, quand il ne sera plus là, les enfants auront suffisamment de bagages intellectuels pour pouvoir s'en sortir par eux-mêmes. Donc, ce qui veut dire que les choix budgétaires que je vais faire en termes de dépenses publiques vont aller dans ces deux secteurs principalement. Parce que déjà, quand vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez rien faire en fait, parce que vous n'êtes pas en bonne santé. Et quand vous avez suffisamment d'expertise, évidemment, vous pouvez changer les choses. Monsieur Kolarambou, retenez votre idée, s'il vous plaît. Retenez votre idée et excusez-moi parce que c'est très important ce que vous êtes en train de dire là. Retenez votre idée. Je vais simplement rajouter ceci, que quand vous parlez d'éducation et de la santé, malheureusement, ce sont les budgets les plus bas au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire l'éducation et la santé sont les parents pauvres des budgets au Congo-Brazzaville. Oui, ça m'étonne. Enfin, c'est pas que ça m'étonne pas, mais bon, voilà. Le constat peut être fait, comme vous l'avez aussi fait, mais encore une fois, ça, c'est une volonté politique. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de l'Inde, et je ne vous dis pas les budgets qui ont été consacrés à cette orientation qu'ils ont donnée au système éducatif. Je ne vous prendrai pas l'exemple, notamment de la Chine, qui, entre 2020 et 2025, ont alloué un budget de pas moins de 50 milliards de dollars uniquement à l'intelligence artificielle. Uniquement à l'intelligence artificielle. Voilà, par ailleurs, pour faire la parenthèse, un enjeu, alors quand je dis un enjeu, non seulement du XXIe siècle, mais un tournant dans l'histoire de l'humanité, l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a une sorte de... C'est même pas une guerre, mais c'est l'évolution que prend l'humanité. Et évidemment, les dirigeants, parce que vous savez, diriger, c'est prévoir. Quand vous dirigez et que vous n'êtes pas capable de vous projeter, parce que moi, je suis un peu justement dans la prospective, quand vous n'êtes pas capable de vous projeter, de prévoir les choses, vous n'êtes pas un bon dirigeant. Et c'est pas étonnant que vous voyez aujourd'hui en Occident, et même la France, elle est tellement à la ramasse qu'elle s'inquiète. Vous avez des pays comme Singapour, l'Arabie Saoudite, qui est d'ailleurs un des pionniers, qui a tout un ministère dédié à l'intelligence artificielle. Parce qu'au regard notamment de toutes les applications qu'elle permet, mais c'est un changement, mais du tout au tout de la société humaine, en fait, qui va s'opérer. Alors, quid de nos pays, quid du Congo sur ce domaine? Parenthèse refermée. Mais, encore une fois, c'est la volonté politique qui fait qu'on va décider d'allouer un budget à l'éducation, on va décider d'allouer un budget pour, on va dire, un peu financer, on va dire, les réformes qui permettront de donner une nouvelle orientation, justement, à la société.
car au travers de cette, justement, réforme-là, nous aurons, on va dire un peu, formé, canalisé, on va dire un peu la société par ricochet en fonction des objectifs quand ce sera donné. OK. Donc ça, encore une fois, c'est, pour faire simple, hein, c'est une volonté politique, une volonté d'agir. Pour vous donner aussi une petite... est-ce que vous savez, par exemple, euh, en Corée du Sud, qui est le fonctionnaire le mieux payé? J'imagine que ça doit être un professionnel de l'éducation, un enseignant ou que sais-je encore. À voir ce que Bah, je me trompe. vous avez très très bonne réponse. Le fonctionnaire le mieux payé en Corée du Sud, c'est l'enseignant. Ah, Pourquoi? Parce que la société, on va dire, elle est consciente de la place, je dirais, combien importante d'un enseignant. C'est que dans nos pays, hein. Je ne sais pas combien gagne un enseignant au Congo-Brazzaville, mais je ne me doute pas qu'il gagne 500 000 francs ou plus que ça. C'est parce que, en fait, si vous voulez, l'enseignant a la responsabilité, si vous voulez, de former, quand je dis former, c'est par l'instruction, bien entendu, euh, de préparer la nation, d'accompagner la nation. Il forme, vous voyez? En fait, eux, ils sont conscients de cette lourde responsabilité qu'incombe aux enseignants. Mais il y a des pays, bien entendu, hein, où, voilà, encore une fois, tout ça, c'est des choix et des décisions politiques. Ce qui, par ailleurs, est révélateur euh, enfin, je dirais, de la volonté vraiment d'agir efficacement, d'agir vraiment sur ce qu'il faut ou pas, tout simplement. alors, bon, d'accord. Ben, écoutez, avec cette connaissance que vous avez, n'est-ce pas, de ce dont nous parlons, ça se voit très très bien déjà à travers vos livres également. Est-ce qu'on dirait finalement que pour le cas du Congo-Brazzaville, il y a une volonté tout à fait manifeste des gouvernants de détruire le système éducatif? Je le dis, on ne fait pas de la politique, mais on reprend tout simplement ce que l'on voit et aussi ce que l'on entend de la bouche des gouvernants au Congo-Brazzaville. Je vais simplement nommer ceci, que tous les Congolais ont certainement vu. Monsieur Denis Sassou Nguesso, le président actuel du Congo-Brazzaville et qui va vers sa 40e année de gouvernance au Congo-Brazzaville, sinon plus. En répondant à c'était dans une émission de France 24, je pense, à une question qui lui a été posée autour de ses préoccupations, il a dit ceci, qu'il est arrivé un moment où, au Congo-Brazzaville, jusqu'à la fin des années 79, nous avons frôlé les près de 100% de scolarisation au Congo-Brazzaville. Et à partir des années 80, nous avons décidé de tout détruire de sa propre bouche. C'est lui qui le dit. Les éléments sont, on peut accéder à ces éléments-là. Nous avons décidé de tout détruire. Et il est au pouvoir depuis les début des années 80, c'est son arrivée au pouvoir, puisqu'il est arrivé en 79. Et puis, quand je vais terminer un peu mon observation, et je vous laisse parler, et que par ailleurs, parce que ces choses-là, il faut le dire pour que les gens comprennent très, très, très bien où est-ce que nous en sommes aujourd'hui et les causes, n'est-ce pas, de notre situation. Et vous avez dit vous-même aussi que, on est d'accord là-dessus, que l'éducation et la santé sont en fait les secteurs qui sont les moins financés. Et aujourd'hui, on voit très bien que le seul secteur qui est très, 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 très bien financé, c'est l'armée, c'est la police. Je reviens à ma question. Est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté manifeste de détruire? Bon, je ne formulerai pas enfin, en tout cas, je ne répondrai pas directement comme ça. Je pense que ceux qui nous suivent, et notamment les Congolais, chacun du haut de ses capacités pour attirer notamment les conclusions, hein, au regard des faits. Parce que on ne peut pas, vous savez, de la même manière qu'on ne peut pas cacher la lumière du soleil, on ne peut pas nier les évidences. Hein, on va dire, quand même on serait de mauvaise foi, mais justement, à un moment donné, les évidences s'imposent par elles-mêmes. Moi, je constate simplement que quand on a la volonté d'agir, vous savez, de la même manière qu'on dit que on reconnaît un arbre par ses fruits, les décisions qu'on prend, les actes qu'on pose,
la manière, dans le cas d'espèce, quand vous dirigez, on va dire, un État, la manière dont vous allouez les fonds publics est révélateur de ce que vous considérez comme étant prioritaire. Donc, si dans le cas d'espèce, il y a, on va dire, le budget alloué notamment au système éducatif dans sa globalité, s'en retrouve être le parent pauvre du budget de l'État, bon, les gens peuvent en tirer des conclusions. Mais Si, comme attendez, vous dites, non, non, monsieur si, Konamambou, s'il vous plaît, s'il oui, vous plaît. oui, Vous savez, dans cette émission-là, on veut, si nous appelons des personnes qui sont expertes dans leur domaine et qui savent bien des choses, il faut le dire maintenant. Les Congolais, dans la situation où on les a plongés, n'ont peut-être pas forcément le temps d'aller pousser la réflexion jusque-là. On aimerait quand même que des spécialistes, des gens qui comprennent, qui ont étudié les choses, nous disent les choses comme ça se présente. Si on essaie d'éviter de dire des choses, on voit bien que la chose est là, on ne veut pas le dire, eh bien, on restera toujours là. Je non, mais pense en fait, que... si vous voulez, Oui. je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais enfin, je ne dirais pas que c'est évident, mais si vous dépensez plus d'argent pour vous armer, par exemple, bon, contre quel danger, je m'interroge. Si vous dépensez plus d'argent pour vous armer et que vous ne dépensez rien pour vous soigner ou pour éduquer, qu'est-ce que ça va. Justement, ça c'est clair, en fait, que pour vous, soigner et éduquer, ce n'est pas important. Il faut le dire. Il faut Voilà. le dire parce Donc, que c'est si pas nous voulons important. changer les choses, il faut Justement, que ces choses-là soient claires et nettes et que ça soit dit par les personnes qui ont la légitimité de dire des choses parce qu'ils les auraient étudiées. Parce que pour connaître quelque chose, il y a la connaissance du sens commun que tout le monde peut formuler, n'est-ce pas, quelque chose face à quelque chose que l'on voit, mais il y a la connaissance beaucoup plus systématisée qui est le résultat d'une procédure, d'une méthodologie mise en route, d'un questionnement sur la chose et d'une méthodologie mise en route pour aboutir à des analyses et à des conclusions. Et c'est des absolument. conclusions comme ça dont nous avons besoin pour rebâtir, n'est-ce pas, un nouveau Congo, parce que c'est basé sur la vérité. Absolument. Mais ça, c'est les faits, justement. C'est-à-dire que quand, on va dire, un pays, on va dire, dépense justement plus d'argent en matière d'armement et qu'il en dépense enfin, je dirais pas de manière dérisoire, mais on dépense beaucoup moins sur l'éducation, du système éducatif et sur la santé, ça en dit long sur, on va dire, un peu les priorités, on va dire, du pays. Quand vous prenez d'autres pays, vous savez, aujourd'hui, on fait, comment dire, enfin, je dirais pas il y a un tournant, mais aujourd'hui, on parle davantage, depuis quelques années déjà encore, de l'économie de la connaissance. Oui. D'accord? Justement, l'économie de la connaissance, pour faire simple, c'est quoi? L'économie de la connaissance, en fait, on considère que le moteur de la croissance, entre guillemets, n'est plus les ressources, je pense au pétrole, le bois, hein, sur lequel on compte. S'il n'y a plus ça, je pense que ce sera le chaos. Mais le moteur de la croissance, ça va être le savoir. Très bien. D'accord? Oui, C'est oui. plus le pétrole, c'est plus, qui sont d'ailleurs, hein, qui sont par ailleurs des ressources épuisables, hein, pour rappel. Ça veut dire qu'il n'y aura pas toujours le pétrole, il n'y aura pas toujours le bois. D'accord? Mais s'il n'y a plus le bois, qu'est-ce qu'on devient? Encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que diriger, c'est prévoir. Qu'adviendra-t-il du pays quand il n'y aura plus de pétrole? Qu'adviendra-t-il du pays quand il n'y aura plus de bois, par exemple? Quand il y aura plus, quand en fait on aura épuisé le diamant, l'or, le cobalt. D'accord? Donc, encore une fois, ça revient à la question du capital humain. Aujourd'hui, je vous prends l'exemple du Kenya, par exemple. En 2016, euh, il y a eu l'application enfin, qui était commercialisée bien avant, le M-Pesa, ça s'appelle, le paiement, enfin, c'est le e-mobile, c'est le e-mobile, le fait de payer par téléphone. C'est les Kenyans qui l'ont inventé, en 2000, je crois, 12 ou 13. Donc, ils ont, on va dire, un peu conceptualisé l'application, qu'il il a ensuite commercialisé. Et bien, justement, figurez-vous que l'exploitation commerciale de cette application, c'est-à-dire que les revenus générés par l'exploitation commerciale de cette application, le M-Pesa, a contribué en 2016 dans le budget de l'État kényan à hauteur de 15% du PIB. Ce qui est juste mais faramineux. C'est énorme. 15%, s'il vous plaît. C'est une application. En gros, c'est des développeurs qui ont imaginé l'application, mais en fait, puisque le taux de bancarisation est très très faible et que les gens doivent effectivement s'envoyer de l'argent, échanger, si on construit justement une application qui le permette.
Bon, l'application a justement vu le jour. 15%, c'est ça en fait, hein, pour illustrer ce que c'est que l'économie du savoir, c'est ça. D'accord? Mais ça, c'est une volonté, encore une fois, de l'État de pouvoir accompagner ça. Donc, ça, on va dire un peu, c'est des évidences. C'est des évidences que, pour vous, le plus important, c'est vos armées. Encore une fois, contre qui, on ne sait pas. Bon, peut-être que c'est pour préserver, on va dire, un peu le système, hein, voilà. Mais, encore une fois, en fait, quand on a la volonté de changer les choses, on pose des actes qui le montrent. Mais à partir du moment où les actes, c'est-à-dire à travers la manière dont on dépense l'argent public, ne le montrent pas, ça veut dire qu'il n'y a pas la volonté de pouvoir changer les choses. Je pense que ça, c'est les faits. On ne peut pas les nier. D'accord, mais très bien. Bon, on va aller vers la fin de notre Mais échange. aussi, si vous me permettez, Oui, bien sûr. la question est aussi révélateur quelque part de la responsabilité, d'accord, qui incombe, on va dire, aux élites, entre guillemets, c'est un terme avec lequel j'ai beaucoup de difficultés, l'élite intellectuelle, les élites en fait, parce que souvent aussi on a cette facilité de tout le temps braquer les armes sur la France. Bon, dans le cas d'espèce, hein, parce qu'on parle du Congo, oui, la France, voilà, vous savez, les liens coloniaux, pour dire ça comme ça. Mais on ne peut pas continuer à tout le temps braquer les armes contre la France. Hein. C'est non, c'est pas possible. Donc nous avons nous-mêmes notre part de responsabilité. En 2021, on ne peut pas continuer à accuser à la France. Ça veut dire que tout à l'heure, j'évoquais l'exemple que j'ai pris, c'est des choix qu'on fait. Parce que, on va dire, l'argent, le budget est là. Mais pourquoi vous priorisez, on va dire, un secteur ou un poste budgétaire qui ne permet pas de pouvoir, on va dire, améliorer les conditions de vie des sociétés, ce qui est quand même par ailleurs la première mission d'un État. D'accord? Pourquoi vous ne priorisez pas ça et que vous priorisez les armes? Ça, c'est pas la faute de la France, hein. C'est pas du fait de la Oui, France. oui, non, non, mais là, c'est clair et net. Hein. Voilà. Là, c'est clair et net que là, dans cette Bon, émission-là, c'est important à évidemment, préciser. oui, oui, mais c'est important à Mm, préciser et je voudrais, n'est-ce pas, faire du pouce là-dessus, mm. que continuer à indexer la France dans ce champ-là, c'est très aberrant. C'est très aberrant. On voit très bien que, ben, écoute, nous avons tous été formés en France aussi, et l'information qu'on a reçue en France sont aussi applicables au Congo-Brazzaville, jusqu'à preuve du contraire. Donc, on ne peut pas continuer à indexer la France. Mais dans vos travaux aussi, quand même, vous abordez cette histoire-là dans le cadre, quand vous citez la loi cadre de Gaston Defferre, ça c'est 1956, si je me Exactement. trompe, Juin 1956. en disant que, ben, écoutez, d'accord, cette autonomie qu'on a laissée aux anciens pays coloniaux, bon, dans l'éducation, il y avait certains secteurs que la France était, n'est-ce pas, donné de ne pas lâcher comme cela, à moins que j'ai mal lu un peu vos travaux là-dessus. Comment est-ce que vous citez Gaston Defferre, la loi cadre, un peu dans l'explication que vous donnez des choses? Alors, la loi, justement, c'est une très, très bonne question. La loi, enfin, la portée de la loi cadre de fer, justement, c'est ce qui, on va dire fondamentalement, hein, m'a amené à structurer, justement, et à orienter ma réflexion autour, notamment, du contenu du programme d'enseignement. Pourquoi? Parce que la loi cadre des fers, justement, comme il n'aura échappé à personne, c'est une loi de décentralisation dont la finalité est de donner, on va dire, de conférer une certaine autonomie aux colonies françaises d'outre-mer. Donc l'idée, c'est quoi? Pour faire simple, c'est vous avez dorénavant la possibilité de gérer vos propres affaires. Seulement, dans cette possibilité qu'on vous donne, il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas droit de, en gros, vous n'avez pas droit de toucher. Là, je fais très simple. C'est quoi ces choses-là? Eh ben, parmi ces choses, justement, il y a les programmes de l'enseignement. C'est assez particulier. Si vous voulez, c'est le, enfin, comment dire, c'est le paradoxe en fait de la question. C'est-à-dire que on vous donne la possibilité, on va dire, de vous autogérer, une sorte d'indépendance avant l'heure, mais attention, dans cette indépendance entre guillemets, ne touchez pas au programme. C'est la loi cadre des fers. Moi, je l'ai mentionné même dans mon livre. Il y a attention. Et alors là, nous sommes en juin 1956. D'accord? Ah, on n'est pas encore aux indépendances. Absolument pas, absolument pas. Okay. La loi cadre des fers, c'est le 23 juin oui, c'est 56, 1956, donc 4 ans avant la date officielle des indépendances. Alors, donc, faites tout ce que vous voulez chez vous, mais ne touchez pas au programme. Bon, c'est quand même intriguant. Pourquoi les c'est un point névralgique là. Pourquoi pas les programmes? Donc, en fait, il y a une sorte de rétention volontaire, d'accord, de la part de la métropole à l'époque, de pouvoir justement garder le contrôle sur les programmes.
Alors, ça en dit long par ailleurs sur, pour le coup, l'enjeu, d'accord? J'ai envie de dire un peu politique, géopolitique, voire stratégique Mhm. des programmes de l'enseignement au sein d'une société. Parce que quand vous contrôlez, au sens de pouvoir orienter le programme, c'est-à-dire les contenus du programme d'une société, eh ben, vous gardez une sorte de mainmise sur Oui, oui, cette, bien sûr. du coup, de la société. Et il n'aurait échappé à personne, je veux dire un peu, que depuis 1960 jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu, dans le fond, je dis bien dans le fond, Une réforme. une réforme des fonds des programmes de l'enseignement dans tous les pays francophones. Ce n'est pas encore arrivé. Là, je sais que depuis 2019, au Congo-Brazzaville, justement, on a initié, on va dire, un peu une démarche à aller dans ce sens-là, avec le PRASEC, si je ne m'abuse, le projet, le projet d'appui pour la réforme, quelque chose comme ça, où d'ailleurs, paradoxalement, on a fait appel à un consultant international, un Canadien, pour piloter justement ce projet. Bon, moi, ça me laisse un Ah peu bon, perplexe. c'est là où je Ça voulais. me, ça, me, ça, me ça me laisse un peu perplexe, mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, puisque c'est important ce que vous avez dit par rapport à justement à la loi des fers, donc c'est justement pour que les gens comprennent, en fait, quelle est la portée de la question lorsqu'on parle des programmes de l'enseignement. Parce que c'est un enjeu, j'ai envie de dire, un peu de contrôle de société. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que déjà, il y a Jules Brévier, pour information, fut gouverneur des colonies, de la OEF notamment, qui déjà en 1936 avait laissé entendre, hein, c'est officiel ce que je dis, euh, le contenu de nos programmes, donc là je cite Jules Birevier, le contenu de nos programmes n'est pas une simple affaire de pédagogie, mais Mhm. l'élève est un moyen de politique indigène. Je cite à nouveau, le contenu de nos programmes n'est pas une simple affaire de pédagogie, mais l'élève est un moyen de politique indigène. Ah oui, Ce qui veut dire que pour lui, encore une fois, ce n'est pas n'importe qui parle, c'est le gouverneur des colonies qui parle ici. D'accord? Il ne s'agit pas seulement d'éduquer ou de former les Africains pour les former, mais il y a une finalité pour laquelle ils sont formés. c'est le contrôle qu'on exerce C'est sur les choses. exactement le contrôle sur eux, mais justement la finalité, c'est de faire d'eux, on va dire un peu, des gens, des individus qui vont servir les intérêts de la métropole. Et Alors, mais ça, qu'est-ce qui a dû se ça passer alors? Monsieur Konamambou, nous oui, sommes arrivés dans les années 60 quand même, mais on a quand même des élites africaines de l'époque mhm, de renom. Quand on voit au Sénégal, il y a eu quand même le premier président du pays qui était Léopold Sédar Senghor, qui est un académicien, un mhm. poète, un écrivain. Bon, est-ce qu'on dirait qu'au Sénégal, les choses ont marché nettement mieux qu'au Congo-Brazzaville? Mais au Congo-Brazzaville, on a eu quand même un nombre extraordinaire de grands écrivains que j'ai pas envie de citer parce qu'on les connaît tous, qui sont passés par là. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas vu cela, ce petit point-là, c'est-à-dire que de 56 à 60 et 4 ans seulement, et s'il faut reprendre les choses en main, comment se fait-il que nos têtes pensantes ont pu lâcher un peu ce petit point pour bien adapter les choses à notre culture, comme je disais tantôt. Pour que le contrôle soit le nôtre. Pourquoi le contrôle échappe désormais à ceux qui ont mis en place le système pour que le contrôle revienne, n'est-ce pas, aux Congolais. Ah bah, si vous voulez, il y a déjà la volonté, on va dire, de pouvoir changer les choses, mais encore faut-il avoir la conscience euh, que les choses ne vont pas. Vous savez, c'est une chose que d'agir, mais l'action, on va dire un peu, est la conséquence ou résulte justement d'une prise de conscience en amont. Cette élite ou une certaine élite, justement, a été ce qu'on pourrait qualifier peut-être de trop aligné, entre guillemets, hein, je dis aligné entre guillemets, c'est-à-dire que trop français justement dans leur imaginaire, et par conséquent, la perpétuation de cet état de fait, de ce système n'allait que de soi. Vous voyez? Donc il y a aussi ce point, mais il y a aussi, encore une fois, la volonté, surtout, avoir les moyens de changer les choses. Alors, ça Bon, également, c'est aussi notre problème. C'est-à-dire que on veut bien changer. Parce que c'est pas, des fois, la prise de conscience, elle est là. Mais c'est là où, en fait, si vous voulez, ce problème aussi va au-delà, hein, en tout cas du simple fait du système éducatif, parce qu'il y a d'autres implications. oui, Le défunt président malien, oui, Amadou Toumani Touré, je crois qu'il oui. s'appelait, pardon, paix à son âme, c'était même pas un aveu qu'il avait fait, hein, c'est officiel, que pour des réformes qui devaient être menées au Mali, dans le cadre justement du système éducatif,
des parcours de formation notamment, pour les orienter un peu plus techniques, puisque c'est un pays désertique, enfin en partie, hein, d'accord, sur lequel il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Eh bien, évidemment, comme c'est un pays pauvre, donc justement, bah, les fonds devaient venir d'ailleurs, d'accord, dans le cas d'espèce du FMI. Mais ce que les gens aussi souvent nous oublient, c'est que les prêts du FMI sont consentis avec des conditionnalités. Oui, bien sûr. Et justement, parmi ces conditionnalités, évidemment, comme l'a laissé entendre M. enfin, ATT, comme on le disait, c'était que vous n'investissez pas dans l'éducation, vous n'investissez pas dans la santé. C'est-à-dire, en gros, on vous aide, mais encore une fois, ne mettez pas les fonds, enfin, en tout cas, n'investissez pas les fonds dans l'éducation et de la santé. Bien que ce qui existait, on va dire un peu comme enfin, le tissu d'institutions, on va dire un peu de formation qui existait à l'époque, a fini par un peu se déstructurer, parce que faute de moyens justement à pouvoir y consacrer, pour payer les enseignants, pour mobiliser des comités justement, des commissions chargées de réformer, pour faire des états généraux, bah, les choses se sont déstructurées. Donc, OK. il y a aussi cette, quand même, il y aurait eu la volonté de faire les choses, parce qu'on a pris conscience qu'il fallait donner une autre orientation, mais les gens n'avaient pas les moyens de faire ça. D'accord. Je vous dis ça, encore une fois, il y a eu en 1979, début des années 80, la même logique initiée à Congo-Kinshasa, où on a initié une réforme justement sur les langues je crois la philosophie, par exemple. Réforme commencée, officialisée, mais il y a eu, ce que je dis c'est officiel, hein, voilà, Oui, avec oui, oui, bien sûr. l'intervention de l'OIF, par exemple, la francophonie, la réforme a été rangée dans les tiroirs. D'accord. Alors, on va vers la fin. Je vais vous donner cette ultime, poser cette ultime question. Monsieur Kondamambou, Oui. vous avez écrit ce que vous avez écrit, les 3 ouvrages, évidemment, autour de l'éducation. Imaginez que vous êtes président de la République du Congo-Brazzaville. Je ne veux pas dire ministre de l'Éducation, je vais aller plus loin pour montrer que vous avez tout le pouvoir. Alors, que feriez-vous pour changer les choses, puisque vous êtes dans vos travaux, c'est la perspective, la prospective aussi. C'est la perspective, absolument. Je l'ai bien senti. Et je sais pas, c'est la même chose autour de cette émission. On ne s'est pas concerté, n'est-ce pas, pour que vous donniez une orientation à vos travaux et que pour que nous, à TLR TV, nous prenions, n'est-ce pas, cette orientation également. Donc, ça s'articule parfaitement. Et nous sommes arrivés au constat que le système est complètement à terre. Il faut un nouveau Congo. Et le titre que vous m'avez proposé pour cette émission, c'est le système éducatif, un levier pour un nouveau Congo. Que feriez-vous et qu'attendrez-vous des 100 premiers jours de votre gouvernance sur les problèmes liés à l'éducation? Je ne dis pas seulement au système scolaire, mais au système éducatif globalement aussi. Alors, ce que moi je ferais, parmi je dirais même les 3 principales mesures que je vais prendre, c'est un décret, donc présidentiel pour le coup, avec application immédiate, portant sur la réforme des contenus. La réforme des contenus. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est parmi on va dire un peu les mesures, parce que l'enjeu, c'est quoi? C'est que si je suis président, c'est que j'ai la responsabilité on va dire, non seulement de piloter, de diriger le pays, mais je fixe un cap. Un cap. C'est ça à diriger. Diriger, c'est prévoir. D'accord? C'est que la question que je me pose, quel est le Congo que je veux? Quel est le Congo qu'on veut? Comment faire advenir un Congo nouveau? Comment faire advenir un Congolais nouveau? Je dis Congolais nouveau parce que c'est aussi important en fait. Oui. Tout à l'heure, vous avez évoqué un régime, enfin le régime qui est en place. Hein. Quand le régime a commencé, moi qui vous parle, je n'étais pas né. D'accord? Oui. Et justement, on va dire un peu je dirais pas la longévité, mais les années de ce régime, d'une certaine manière, qu'on le veuille ou pas, ont affecté, pour ne pas dire aliéné, on va dire le Congolais. D'accord? Aujourd'hui, c'est un constat triste. Il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux parce que lorsque vous allez à l'hôpital, vous rendez à l'hôpital pour faire soigner, on vous réclame d'abord de payer.
Et des fois, on vous laisse mourir parce que vous n'avez pas payé. Et pourtant, nous avons affaire aux médecins qui ont été formés pour faire le travail. Qu'ils aient été payés ou qu'ils soient payés correctement ou pas, ça c'est notre débat. Mais qu'on laisse mourir un individu qui est nécessiteux de soins médicaux parce qu'il ne vous a pas, on va dire un peu, versé des pots de vin, il se pose un problème de valeur. Voyez? Donc, c'est tout ça qu'il faut restaurer les valeurs au niveau de l'homme congolais, restaurer l'homme congolais. Donc, les questions que je me pose, en fait, les décisions que je prenne par rapport à ça partent de là. Voilà, ça c'est le premier point, hein, le décret de l'an 2000. Ah oui, exactement. Donc, on va dire sur le besoin de quel Congo je veux demain, quel est le type de Congolais que je veux demain par rapport à la manière en parallèle dont le monde évolue. Donc, le premier décret que je prends, enfin, pas le premier, mais en tout cas parmi les décrets prioritaires, c'est un décret portant sur la réforme des programmes de l'enseignement. Et dans la foulée, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir, pour canaliser la question justement dont on parle ici, de l'éducation, l'enseignement, je ne pense pas qu'il existe au Congo un code national de l'éducation. D'accord? Donc, il faut justement que les parlementaires, pour le coup, qui sont les représentants du peuple par ailleurs, donc il faut, du coup, donner mandat au Parlement, d'accord, de légiférer sur un code national de l'éducation. Donc, là, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir, on va dire, codifier, si je puis dire, notre vision et notre politique éducative. Parce que ce qui se passe en réalité, c'est quoi? C'est que c'est ceux qui nous financent sur les questions de l'éducation qui, en fait, nous donnent des orientations, pour ne pas dire qu'ils font prévaloir leur vision de l'éducation, de ce que devrait être nos systèmes éducatifs, notre système éducatif. Et ça, normalement, bon, ça ne devrait pas se passer comme ça. Donc, l'idée, c'est ça. Donc, élaboration d'un code national de l'éducation, d'accord? Et puis, la mise en place, parmi les mesures urgentes, d'accord, d'une commission permanente chargée de réviser les programmes de l'enseignement. Très bien. Je dis permanente, pourquoi? Parce que la société évolue, le monde évolue. Donc, il faut effectivement adapter les contenus par rapport à l'évolution de la société, par rapport à l'évolution du monde. J'ai mentionné tout à l'heure la question très importante de l'intelligence artificielle. J'ai mentionné le fait qu'en Arabie Saoudite, par exemple, il y a tout un ministère qui est dédié à ça. D'accord? Donc, puisque c'est un jeu aujourd'hui qui va révolutionner, je dis bien révolutionner le monde dans son fonctionnement, justement, quand on est justement un dirigeant qui est dans la prospective, on ne peut pas, pour faire simple, rester sans rien faire. Non, c'est qu'en fait, on agit en conséquence. Donc, on se prépare déjà, puisque c'est une révolution, vous voyez. Donc ça, on va dire, c'est les mesures prioritaires. Et à côté de ça, ou en parallèle, c'est de pouvoir allouer un budget conséquent à l'enseignement. Parce que déjà, c'est quoi? Il faut susciter déjà l'intérêt. D'accord? Moi, encore une fois, je ferai exactement comme on le fait en Corée du Sud. C'est qu'en gros, c'est de revaloriser de manière conséquente la rémunération des personnels enseignants. Qu'ils soient à l'école primaire, qu'ils soient au collège, qu'ils soient au lycée, à l'université, c'est de revaloriser de manière conséquente on va dire leur traitement et salaire, de façon d'une part à susciter, on va dire un peu l'intérêt et la motivation, parce que bon, c'est quand même aussi un levier, on va dire motivationnel pour s'engager, mais c'est pour justement aussi mobiliser les gens. Oui, mais là je pense quand même que pour prolonger un peu cette idée-là, vu l'état des lieux que tout le monde fait d'ailleurs et que vous venez de faire ici avec nous, d'accord, il faut éviter des mesurettes là. C'est-à-dire que vous avez parlé d'une commission permanente, mais pourquoi ne pas penser d'abord une commission d'enquête? Une commission d'enquête qui va travailler sur un temps bien calibré, bien millimétré, et qui va impliquer tout le monde, puisque, comme vous avez parlé, la notion de la colonne vertébrale elle est bien accueillie, et puis aussi de ne pas réduire le système au système scolaire, bien évidemment, mais à étendre à toute la population, c'est-à-dire une commission d'enquête, généralement est dotée des moyens conséquents pour travailler avec les experts qui sont experts dans leur domaine.
mais pas seulement des experts, mais aussi des populations, des groupes sociaux qui ont un intérêt pour l'éducation. Et Alors, après une commission d'enquête où, évidemment, on va organiser des forums dans toute la République et ainsi de suite, écouter les gens qui ont fait fonctionner le système durant un temps à qui on va interroger sur la façon dont les choses ont été menées. Et après une telle commission d'enquête, écrire un rapport et des recommandations par la suite. Et ce sont ces recommandations qui, certainement, avec votre commission, vous l'avez appelée comment? Commission de suivi, c'est ça? non, là, c'est une commission permanente chargée de résoudre. Permanente qui auront Mais pour vocation de. pour moi, en fait, la commission, parce que là, pour moi, ce que vous évoquez, c'est un peu dans la mise en œuvre, en fait. C'est qu'en fait, en amont, il y Avant, non, a... c'est avant la mise en œuvre. On ne peut pas Non, mettre alors, en œuvre c'est-à-dire quelque que... chose qu'on n'a pas pensé au départ. Non, absolument. C'est-à-dire que je suis d'accord avec vous, hein. C'est-à-dire que pour moi, la commission, on va dire, c'est elle qui va, on va dire un peu, qui va en amont faire les états généraux. Oui, mais c'est ça, les états généraux, on peut dire Partant comme de ça. l'état des lieux. Partant, c'est qu'en gros, Oui. l'état des lieux, bon, l'existant, c'est quoi? C'est quoi aujourd'hui le système éducatif? Là, du coup, on va aborder tous les problèmes. D'accord? La qualité du personnel enseignant, évidemment, au centre de la question, les programmes, puisqu'on parle de ça, enfin, ce qui est un peu pertinent, c'est qu'en gros, on va du coup évaluer les programmes. Bon, qu'est-ce qu'on retire? Qu'est-ce qu'on met? Encore une fois, moi, ma position, c'est de dire, d'une part, qu'il faut, euh, donner justement une autre orientation à ces programmes, c'est-à-dire en gros pour être plus en phase avec non seulement les défis que la société congolaise doit relever, mais surtout fondamentalement avec ses besoins, c'est-à-dire ses besoins en termes notamment alimentaires, en termes énergétiques, c'est-à-dire je pense à l'eau, à l'électricité, en termes d'infrastructure. Combien d'ingénieurs sont formés au Congo en ponts et chaussées? Combien d'ingénieurs sont formés au Congo? On a justement le pétrole. Combien de pétrochimistes sont formés au Congo par les Congolais? Combien on va dire un peu vous voyez, c'est en fait à ça qu'on doit répondre potentiellement, parce que ce sont ces profils-là qui, avec leur expertise, justement, changent les choses. Vous voyez ce que je veux dire? On se targue justement d'avoir le diamant, mais on forme combien de gémologues? On forme combien de minéralogues? Je ne sais pas, moi je n'ai pas les chiffres, mais justement, je m'interroge. Or, c'est ça le problème, justement. Vous voyez? Et donc, en fait, c'est sur ça qu'il faut plancher. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va devoir orienter justement les formations à travers justement leur contenu. Parce que c'est encore une fois, au terme de ça, qu'on arrive à pouvoir, par nous-mêmes, résoudre le problème. Est-ce que vous avez vu, vous, évidemment, bon, le monde est ce qu'il est aujourd'hui, il y a la mondialisation, donc évidemment, on ne peut pas se faire l'économie de nous inspirer des autres ou de prendre ce qui marche chez les autres, mais il est bon que par nous-mêmes, en tout cas, évidemment avec l'aide, si besoin en est, des autres, de pouvoir, on va dire un peu, mettre en place une telle organisation, de sorte à ne pas dépendre justement des autres, parce qu'autrement, on va se retrouver encore une fois à perpétuer ce qui ne marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est aussi une forme de folie, parce que c'est, on va dire, continuer à faire les mêmes choses et s'attendre à des résultats différents, c'est pas autre chose que de la folie. Donc, c'est veut dire que cette commission certains aboutissements, mais en amont, évidemment, elle est précédée des états généraux auxquels, encore une fois, on va associer, évidemment, toutes les parties prenantes à la question. Ça va au-delà des intervenants, des chercheurs, des enseignants. Et moi, je suis même de ceux qui pensent justement qu'il faut associer à cette démarche ce qu'on qualifie de tradis praticiens. Parce que c'est des gens qui ont un savoir, attention, parce que c'est des gens qui ont des connaissances qui sont en gros, je ne dirais pas qu'ils sont utiles, mais c'est des gens qui ont un savoir-faire, parce que justement, ce savoir-faire n'est pas dans un cadre formel, entre guillemets, officiel, qu'ils sont, je dirais, un peu considérés comme des parents pauvres ou moins que rien. Mais quand je dis tradipraticiens, hein, voilà, c'est des gens qui, on va dire justement, un savoir dans le domaine médical, par exemple, d'accord, de la phytothérapie. C'est des gens qui ont une expertise qui arrive justement à pouvoir à pouvoir résoudre des problèmes de la société. Très bien. Vous voyez? Parce que moi, je pense même que dans les hôpitaux, à côté je sais pas moi, du gynécologue, il faudrait qu'il y ait des départements des tradipraticiens dans les hôpitaux. Parce que l'hôpital, c'est les lieux où on va se faire soigner. Se faire soigner, c'est le corps et l'âme en même temps. Mais il y a aujourd'hui des maladies, c'est connu, hein, que la médecine, on va dire, officielle occidentale, justement, qu'elle n'arrive pas à guérir.
mais les praticiens arrivent à la guérir. Donc, c'est pas, bref, c'était juste dans le cadre notamment de ce qui peut être fait. Je disais ça. OK. Ben voilà, merci beaucoup, Monsieur Stéphane Kondamambou, Je vous en prie. d'avoir accepté notre invitation et nous sommes bien contents de la densité, la profondeur, la pertinence de votre propos. Notre antenne vous est ouverte. Vous avez évoqué M. Moukala qui est passé déjà à notre antenne. Je pense quand même que nous ferons, si vous êtes d'accord, bien évidemment, Absolument. nous pourrons contacter M. Moukala pour avancer, n'est-ce pas, sur les propositions qui sont Absolument, dans la sorties réflexion. d'un côté comme de l'autre, parce que plus que jamais, les Congolais, d'une manière générale, ont besoin d'un renouveau au Congo-Brazzaville pour repartir de la table rase et inventer, n'est-ce pas, un nouveau système qui soit suffisamment acclimaté, c'est-à-dire que les valeurs culturelles de chez nous doivent être très marquantes dans le nouveau système que nous voudrons pour le Congo-Brazzaville. Et cela, ce n'est pas pour mettre de côté les influences que nous recevons de l'extérieur. Bien au contraire, on l'a dit aussi que nous sommes dans une société mondialisée et que donc aucune société ne vit en autarcie. Donc voilà. Alors, il nous reste simplement à remercier nos téléspectateurs, nos internautes qui ont le bonheur, n'est-ce pas, de nous suivre et qui nous le rendent très bien. Et nous nous retrouvons donc dans une semaine pour une autre émission de Perspective et Prospective. Une fois de plus, merci, Monsieur Stéphane Kondamambou. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.